bienvenue sur Vie ta meilleure vie. Alors cet épisode sera un petit peu différent de d'habitude puisque c'est moi qui suis interviewée. Je me suis assise au micro de Shaima du podcast Dive. Alors à l'époque, il s'appelait Ose Horizon et c'est un podcast qui parle d'entrepreneuriat et d'oser se lancer. Donc je partage des choses assez personnelles sur mon parcours, sur comment j'ai osé dans ma vie pour faire des choses et qui a conduit à vivre ma meilleure vie aujourd'hui. Je vous souhaite de découvrir mon parcours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, comme d'habitude, si vous aimez le podcast, de Shaima, allez suivre, allez donner 5 étoiles, allez mettre en commentaire sur Apple Podcast. C'est vraiment le meilleur moyen de nous montrer que vous appréciez tout notre travail. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Ose Horizon, le podcast qui t'arme d'une bonne dose d'audace pour oser te lancer. À chaque épisode, les invités te partagent des conseils pour avancer et croire aux possibilités. Si tu as envie d'une nouvelle aventure, mais que tu ne sais pas où aller ou par quoi commencer, ce podcast est fait pour toi. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Ose Horizon. Aujourd'hui, je me retrouve en compagnie de Fanny Butler. Je l'ai bien dit ? Exactement, parfait. Ça va Fanny ? Très bien. Et toi, Shaima ? Ça va très bien. Ravie d'être ici avec toi. Je suis super contente. Merci beaucoup pour l'invitation sur ton podcast qui est vraiment génial. Je ne peux que recommander à tout le monde d'écouter ce podcast et qui est une grosse source d'inspiration. Donc merci à toi, Shaima, pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, Fanny. Ça me touche beaucoup. Fanny, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Absolument. Alors, comme tu l'as dit, mon nom c'est Fanny Butler. Et alors, qui je suis ? Je suis un être humain qui est passionné de connexion et d'humain. Et en fait, je vis cette expérience humaine sur notre belle planète à essayer de chasser l'histoire des gens qui ont des vies incroyables. Mais si je dois me définir par rapport à mon activité, parce que c'est souvent ce qu'on fait, on dit d'abord qu'est-ce qu'on fait dans sa vie. J'étais cadre supérieur dans des grosses entreprises internationales dans l'agriculture tropicale et j'ai eu un gros changement de vie il y a pas longtemps. J'en ai eu plusieurs en réalité, mais on va en parler un petit peu plus tard dans le podcast. Et chose très importante, je suis aussi la maman de Julia qui a 2 ans et ça aussi c'est des choses qui sont hyper importantes. Donc voilà qui je suis. Super. Si on vient faire un court résumé de ton parcours pour pouvoir rebondir dessus, tu as fait 14 ans de cartographie et télédétection en agriculture tropicale en tant que manager. C'est ça, bravo. C'est pas facile à dire, on s'est entraîné, attention. Et il y a eu un moment où dans ton job de manager, tu as eu besoin un peu de te reconnecter, de recentrer, de replacer le rapport à l'humain dans ton travail. Tu as fait du coup un master MBA en People Management. Ça a été un peu ta première porte vers l'humain, entre guillemets, dans le professionnel. Et au final, aujourd'hui, tu as un podcast qui s'appelle Vie ta meilleure vie. Et tu as aussi une activité de coaching. Exactement. Et dans tout ce parcours qui est le tien, tu as aussi toujours eu envie de voyager et c'est notamment passé par le travail. Je voulais bien qu'on commence par là. Comment tu as commencé partage-nous ton expérience de voyage, d'expat, etc. Mais comment t'en es venue à ça par le travail ? Avec plaisir. Alors, donc, je viens d'un tout petit village dans le sud de la France de 300 habitants à l'époque où il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas toute l'information, il n'y avait pas les podcasts qui permettent de découvrir tout l'horizon des possibles. Et en fait, moi, dans cette vie-là, qui était pourtant une vie géniale, quand on le regarde maintenant avec notre regard d'adulte, on se dit, c'était à la campagne, on avait des chevaux, donc je passais ma vie à faire du cheval par monts et par vaux, petite école de campagne, tout ça. Donc on peut se dire, ça paraît idyllique, ça paraît très petite maison dans la prairie, comme ça. Ouais. Je n'allais pas couper le bois le week-end, quoique on le faisait en famille en réalité, donc tu vois, ça colle bien à l'image en fait. Et en fait, moi, je me sentais extrêmement enfermée et étriquée dans cette vie-là. C'est-à-dire que moi, j'avais cette envie, je ne l'explique pas vraiment d'où ça vient, si c'était en moi, ou si ça m'est venu parce que, justement, je n'avais pas beaucoup d'ouverture d'horizon. Mais en tout cas, j'avais ce besoin
d'aller voir ce qui se passait à l'extérieur, en fait. Je pouvais pas me dire, mais voilà, ma vie, ça s'arrête à mon petit village, la ville d'à côté où je vais à l'école ou au lycée, et puis c'est tout. Donc on regardait des documentaires à la télé, on voit plein de trucs sur ce qui se passe à l'extérieur, sur le monde qui est vaste, qui est plein de merveilles. Et moi, j'avais envie de ça. Ouais. Donc moi, je me sentais étriquée dans cette vie qui était toute petite. Tu sais, vraiment, c'est comme si tu vis dans un placard et tu sais qu'il y a une immense maison avec plein de pièces à visiter, avec des couleurs, avec des tissus, avec des odeurs qui sont toutes différentes. Et ça a réveillé en moi ce besoin. Mais à l'époque, il n'y avait pas 36 000 possibilités. Et moi, la seule chose qu'on m'a dit, c'est si tu veux réussir, si tu veux sortir de ta condition, tu dois travailler à l'école. En gros, c'était ça. Ben donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis dit, bon, moi, je ne sais pas. Le monde extérieur me dit, il faut travailler à l'école, j'y vais. Et donc, j'ai fait des études en école d'ingénieur, en agronomie, pour avoir un diplôme d'ingénieur, qui représentait en réalité juste un passeport pour moi, pour me sortir de ma zone géographique et de ma condition sociale. Et la première chose que j'ai fait, ça a été de trouver un travail qui me permettait de voyager. Et donc, c'est via le travail que j'ai pu avoir cette première clé qui était si importante pour moi, qui était, ok, moi, je vais aller vivre l'aventure. Et donc, j'ai commencé à travailler pour une boîte de consultants. J'ai voyagé dans le Pacifique. J'ai beaucoup travaillé sur la canne à sucre à Fidji. J'ai travaillé dans l'Afrique de l'Ouest déjà, sur le palmier à huile. Enfin, il y a eu le cacao, l'EVA. Donc, il y a vraiment eu tout plein de cultures. Ensuite, j'ai travaillé pour d'autres entreprises qui travaillaient aussi sur ces mêmes thématiques. Et à un moment donné, est arrivé ce besoin de me dire, mais je veux plus, en fait. Ça, c'est génial, mais je veux plus. Et plus, ça a été de devenir expatrié, de vraiment aller vivre là-bas dans une autre culture, tout est différent, en fait. Tout. La nourriture est différente, la langue est différente, le climat est différent, les gens sont différents. Tout est différent. Donc, on se retrouve... En fait, c'était déconstruire ses propres standards pour mieux les comprendre et les apprécier. C'est un peu ce truc de se dire, tant qu'on n'a pas vécu d'hiver, on ne peut pas pleinement apprécier l'été. Ouais. Tu vois ? Ouais, carrément. Et du coup, c'est dans ce sens-là de dire, mais moi, j'ai besoin vraiment d'avoir la big picture, l'image globale de qu'est-ce que c'est le monde, comment ça fonctionne. Et comme ça, je peux, moi, mieux comprendre quelles sont mes propres valeurs, les choses qui sont importantes pour moi, et comment je me situe dans le monde. Et comment je peux apprécier certaines choses qui sont en fait normales pour toi si tu n'as pas vécu à l'extérieur. Je veux dire, la France, je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais la France, c'est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Et je trouve que, bon, c'est un petit peu pour se moquer de notre esprit français qui est peut-être un peu râleur, mais qui a des très bons côtés aussi. Mais tu vois, je trouve que c'est ça en fait. C'est comment je peux savoir que c'est un paradis. Ben, je peux savoir si c'est un paradis si j'ai vu ce que c'était l'enfer en fait. Si j'ai pas cette image-là, je ne peux pas savoir. Donc, voilà un petit peu le parcours et le pourquoi je suis partie comme ça en expatriation. Ouais. Et t'as été où la première fois en expatriation ? Alors, je voyageais partout en Afrique de l'Ouest. Il y a quand même un détail qui est important. J'ai rencontré mon mari au Nigeria, enfin mon futur mari, puisqu'à l'époque, évidemment, c'était juste un très bel inconnu. Et donc au Nigeria, on s'est rencontrés et en fait, ensuite, il est venu vivre en Belgique. À cette époque-là, j'étais encore en Belgique. Et notre premier lieu d'expatriation, ça a été le Cameroun. On y restait 2 ans. Et après le Cameroun, j'ai eu l'opportunité de partir en Indonésie. On m'a offert un job, un poste qui était vraiment très, très intéressant dans ma carrière à cette époque-là. Et comme à cette époque-là, c'était très important pour moi, mon job et ma carrière, eh bien, j'ai saisi cette opportunité. On est parti vivre en Indonésie. On y était 2019 jusqu'à là maintenant, puisque ça fait même pas 1 mois que nous sommes revenus en France. Bienvenue Merci. chez vous. Super. Et ça serait quoi les choses les plus difficiles que tu as vécues en tant qu'expat ? Il y en a beaucoup. C'est une question très intéressante. Alors, je pense que l'expatriation dans la
comme on le fait nous, parce qu'il y a plusieurs styles d'expatriation. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a des gens qui vont s'expatrier à Londres, il y a des gens qui vont s'expatrier à Dubaï. Je veux dire, là, on est sur des niveaux où tu es sur des zones qui sont hyper riches, avec, tu vas dans un supermarché, déjà tu as des supermarchés, et puis tu as énormément de nourriture, tu peux trouver tout ce que tu veux, tu n'as aucun problème. Nous, on allait dans des endroits qui étaient très reculés, on vivait en plantation. Donc en fait, t'es pas du tout dans des villes, donc tu t'isoles en fait. Et ça, si je dois dire un mot, c'est isolant, c'est extrêmement isolant. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est-à-dire que moi ce que je voulais, c'était rechercher le challenge. Je voulais pas que ce soit facile, tu vois. Donc c'est très isolant parce que tu es dans une petite communauté. Tu te coupes de tout le confort, en fait. Ouais. Le confort de pouvoir aller à un supermarché et d'acheter du fromage. Le confort d'avoir accès, en fait, à plein de choses. Tu n'as plus accès à des loisirs, à des restaurants, à des trucs qui forment un petit peu notre vie en Europe ou dans les pays développés normales, entre guillemets, tu vois. Donc c'est ça, en fait. Tu te coupes de ce confort-là. T'as aussi des pannes d'électricité, des pannes d'approvisionnement en eau, c'est des choses qui sont régulières, donc qu'est-ce que tu fais pour t'adapter? Enfin voilà, donc c'est vraiment isolant. Alors, bien sûr, tu es aussi coupé de ta famille, de tes amis, et tu te retrouves dans une communauté de gens que tu ne connais pas. Et elle est petite, cette communauté. Il y a une difficulté qui est la barrière culturelle. C'est difficile de rencontrer. Moi, j'avais cette idée très romanesque de me dire, mais moi, je vais aller vivre dans ces pays, je vais m'asseoir à la table avec les locaux, faire comme eux, on va être super potes. Ça, c'est juste une image très romantique, mais c'est très difficile dans la réalité de faire ça. Tout simplement parce qu'il y a une barrière culturelle, et si toi, t'es prêt à faire le premier pas, à trouver quelque part un terrain d'entente, il faut que la personne en face soit aussi prête à faire l'autre. Et c'est pas beaucoup de gens, en fait, qui sont prêts à faire ça. Et puis, voilà, tu es juste une personne, un expat de plus lambda, donc donc c'est très isolant, tu vois. Et en fait, tu te retrouves avec une communauté de gens. Ben, il y a certains, forcément, tu les aimes pas. Enfin, tu vois, tu vas pas avoir des affinités avec absolument tout le monde. Et j'avais aussi cette idée, qui est de nouveau une idée un peu romanesque, de se dire, mais c'est une communauté de gens, on est ensemble, c'est difficile, on est tous pour un but commun. Enfin, tu sais, un peu ce truc d'essayer de trouver une communauté, en fait. Mais pas du tout. C'est pas parce que tu es isolé dans une communauté que ça va forcément bien se passer et que tout le monde a ces intentions-là derrière. Tu trouves en réalité plein de gens qui ont des intérêts complètement différents. Ça peut être, moi je suis là parce que j'ai un bon salaire, je m'en fous du reste, tu vois. Enfin, tu vois, ou des valeurs qui sont en fait extrêmement différentes. Donc tu dois apprendre à composer avec une communauté qui n'est pas réunie autour de valeurs qui sont communes, mais plus autour d'une situation qui est, en fait, on est tous expats ici. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'était aussi très intéressant. Clairement. C'est vrai que ça se sent... J'étais en train de me questionner et de me dire... ça doit être une expérience absolument différente, justement, d'être expat et d'aller vivre dans un autre pays, surtout quand la culture est... Surtout quand il y a vraiment un choc de culture, en fait. Et c'est ce que tu disais, si tu es expat, mais dans un pays qui reste plus ou moins, entre guillemets, dans des normes occidentales, si on part de nos références de base, c'est très confortable, au final, de le faire. Donc, c'est pas très problématique. Mais je me questionnais juste sur... c'est très différent d'aller voyager, je sais pas, pendant un mois dans un pays. C'est pas du tout le même rapport, quoi. Ouais, complètement différent. Et puisqu'on en parlait un petit peu avant de commencer cet enregistrement, par exemple, la notion de respect. La notion de respect, c'est vraiment un truc qui va être complètement différent. Et ça, en Indonésie, il m'est arrivé des situations où quelque chose quand on discute, on va offenser quelqu'un super fort parce qu'il y a la culture là-bas, elle est très intéressante parce que c'est des gens en apparence extrêmement calmes, qui sont très patients, mais qui sont très fiers. Et en fait, nous, ce qui va nous... Tu vois, on va dire un mot, un truc, ça va peut-être les offenser très fort, alors que pour nous, c'est rien du tout. Par contre, en tant que femme, moi j'adore courir, j'allais courir en short, en t-shirt.
mais tu te fais déshabiller du regard, enfin, c'est hyper insistant, mais et de nouveau, c'est pas un problème pour eux, c'est pas un manque de respect, mais nous, on va le vivre comme ça. Ouais. Et donc, j'ai eu des conversations, mais absolument passionnantes avec mon ami Hamdani, qui m'expliquait tout ça, en fait. Et ça, c'est important, d'ailleurs, d'avoir quelqu'un qui peut te guider dans toutes les différences culturelles pour t'expliquer. Mais non, en fait, c'est juste que la personne n'a jamais vu de blanc. En plus, tu cours, c'est super bizarre. Il n'y a personne qui court par 35 degrés dehors. Donc, voilà. Donc, c'est juste qu'il va regarder, quoi. Et c'est pas un manque de respect. Alors que... Donc, tu vois, les standards sont très, très différents. Et comment tu navigues dans tout ça? Et ça peut être très déstabilisant et très usant, en fait. Il y a des fois où, voilà, tu as toutes les bonnes intentions du monde et tu vas blesser quelqu'un sans le vouloir. Et puis, du coup, dans ton équipe, c'est pas terrible, il n'y a pas une bonne ambiance. Eh bien, il faut apprendre à accepter qu'on s'est planté, à s'excuser, que c'était pas notre intention, et puis à essayer de reconstruire là-dessus et faire que ça fonctionne, quoi. Ouais. Donc ça, c'est des challenges qui sont très, très durs. Après, tu as d'autres challenges qui vont être un petit peu plus... un petit peu moins important, mais style acclimatation, la nourriture. La nourriture, c'est... Quand tu pars en voyage, tu vois, tu fais même 1 mois de voyage, tu dis « Ah, mais c'est génial, la nourriture asiatique, j'adore. » Va en Indonésie quand t'es végétarien et que tu vis dans des endroits reculés où la nourriture, c'est du riz avec du poisson ou de la viande. Quand je partais en mission pendant 1 semaine et demie, où je me tapais que du riz blanc, à un moment donné, ça fatigue, en fait. Ouais. Et ça, c'est des choses, quand on visite, c'est pas un problème. Quand tu vis là-bas, ça devient un challenge. Ouais, clairement. Et comment, tu sais, tu parlais d'avoir offensé, par exemple, sans faire exprès, une personne de ton équipe, donc derrière, c'est plus compliqué, etc. En termes de timeline, j'imagine que le MBA People Management, c'était avant l'Indonésie. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté, justement en fait, en quoi ça a changé ta vision des choses sur le management? Je pense que ça m'a... Alors, déjà, je veux dire que celui que j'ai fait, il était vraiment moderne. C'était à Solvay, à Bruxelles. C'est une école de commerce qui est assez connue. Et en fait, j'ai adoré les gens et surtout la manière dont ils enseignaient. Donc, en fait, on était constamment en groupe. Et en fait, c'était la dynamique de groupe qui te permettait de comprendre comment toi, tu fonctionnes et comment tu peux créer une dynamique de groupe. Et comme ces groupes changeaient, en fait, on voyait très, très vite quelle place on prenait en fonction de sa personnalité et de la personnalité des autres. Ouais. Donc, c'est en ça que je trouve ça a été le plus intéressant. Pas spécialement sur les techniques qu'on t'apprend, mais plutôt sur le fait que, en fait, tu te rends compte de toi, tes propres challenges, tes propres problèmes, ou tu vois, la place que tu essayes de prendre. Il y a des gens qui vont à vouloir être très leader comme ça directement, puis d'autres qui sont plus en retrait. Mais ça change en fonction des personnalités que tu vas avoir dans les équipes. Exactement. Donc, en fait, à un moment donné, pour moi, ce qui a été le plus marquant, c'était, à un moment donné, je dois, moi, prendre du recul, regarder comment j'agis dans ce groupe-là, et comment je devrais agir pour aider le groupe à aller vers ce vers quoi on veut aller. Donc en fait, ce n'est plus une question, ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de qu'est-ce que je peux faire pour aider ce groupe-là à aller dans cette direction. Parce que quand on est manager, on est au service de son équipe. Ouais. Et ça, c'est un truc on croit que, ah oui, non, t'es le boss et tu vas demander le respect parce que c'est toi qui as le costume et parce que c'est toi le boss. Mais pas du tout. C'est exactement l'inverse. C'est tu es au service des gens qui sont dans ton équipe parce que c'est ta responsabilité à toi de faire en sorte que cette équipe-là, elle fonctionne et tu puisses aller vers un but commun. Ouais. C'est super intéressant comme vision du manager et du management. Et on en parlait aussi tout à l'heure, mais en fait, c'est valable d'un point de vue manager, mais tu le disais aussi, c'est valable d'un point de vue CEO, en fait, dans une entreprise aussi. Absolument. Et ça, c'est un truc qu'on oublie. Alors après, dans les entreprises, j'ai eu vraiment différents types de directeurs. J'en ai eu des très, très bien et j'en ai eu des
des qui ont vraiment pas compris ce qu'ils faisaient ici, en fait. Mais le meilleur CEO que j'ai jamais vu, c'était quelqu'un qui était comme ça. Il était au service de ses employés. Et c'est là où tu as toute la dimension, en fait, humaine, la dimension, sa porte, elle était toujours ouverte. Si tu as un problème, il n'y a pas de petit problème. Tu viens me voir, on en discute. Et bien sûr, il y a des systèmes en place, parce que tu peux pas, c'est pas le CEO qui va recevoir absolument toutes les plaintes de absolument tout le monde. Il y a des systèmes qui sont en place, mais n'empêche que tous les managers peuvent avoir un accès direct au CEO. Pourquoi ? Parce que le CEO, il est là pour servir les directeurs et les managers, pour faire que ça fonctionne. Et ça, je trouve que c'est un type de management qui est vraiment puissant. Et on le trouve pas partout. Et c'est les meilleures équipes qui fonctionnent le mieux, qui ont ce système-là, où on inverse la pyramide, en fait. Le CEO, il est pas tout en haut, il est tout en bas. Parce que c'est le job le plus difficile. Ouais, c'est vrai. Et je me demandais, tu conseillerais quoi comme premier step pour un manager pour justement appliquer, tu vois, cette vision? Enfin, qu'est-ce que tu as pu pratiquer Alors, c'est là où, pour moi, le coaching, en fait, entre en compte. Parce que le coaching, qu'est-ce que c'est ? Le coaching, c'est prendre de la distance avec la situation pour avoir la capacité de s'observer et d'observer, en fait, la situation qui se passe devant toi, pour pouvoir la faire évoluer dans un but commun, si c'est le cadre, tu vois, d'une entreprise. Mais si c'est dans sa vie en général, c'est se dire, en fait, là, je suis en train d'agir comme ça dans cette situation, je vais prendre du recul, qu'est-ce qui se passe pour moi ? Pourquoi je ressens ça ? Pourquoi je réagis comme ça ? Et qu'est-ce qui serait le mieux pour moi, pour me servir moi, mes objectifs, là où je veux aller dans ma vie ? Donc, en ça, en fait, se faire coacher, parce que le coach, c'est cette vision, c'est ce regard qu'il apporte. Si on n'a pas cette gymnastique-là, parce que ça s'apprend, évidemment, et c'est là où, moi, j'aime bien faire le parallèle, le coaching, le management, ça a des buts différents, mais la mécanique, elle est similaire, c'est cette distance qu'on prend par rapport à ce qui se passe dans la situation et ce qui se passe par rapport à soi-même. Donc moi, le meilleur moyen, si vous voulez être des bons managers, faites-vous coacher, honnêtement. Si j'avais pu le faire plus tôt, je l'aurais fait plus tôt. Maintenant, je me fais coacher pour tout un tas de choses, mais parce que ça fait gagner en vitesse. On peut acquérir cette gymnastique et être son propre coach, c'est tout à fait possible. Se faire coacher permet d'aller plus vite par rapport à ça, en fait. Ok. Et du coup, avec, par exemple, une équipe dans le foyer, si jamais il y a un problème, que ce soit un conflit ou même juste une situation, c'est une approche, tu fais prendre du recul à ton équipe, j'allais dire à tes employés, c'est pas le terme, à ton équipe, ou est-ce que c'est, entre guillemets, toi seulement qui prends le recul et qui vient apporter une solution ou une porte d'entrée? Enfin, tu vois, est-ce que c'est, entre guillemets, du coaching de toi ou du coaching de ton équipe directement? C'est les deux et ça dépend des situations, en fait. Ça dépend de l'urgence. Il y a des fois où t'as pas le temps de te dire, attends, je vais coacher cette personne-là parce qu'il manque un élément. Parfois, t'as des deadlines, t'es dans l'urgence, donc t'es là, bon, ok, là, cette personne, elle réagit comme ça. Quitte à se dire, du coup, je la mets un peu en retrait pour qu'on finisse ce projet-là, pour respecter les deadlines. Mais tu vois, après, revenir dessus. Donc après, c'est quoi la situation idéale ? La situation idéale, c'est quand tout le monde arrive à avoir cette distance. Donc, tu peux, toi, en tant que manager, prendre chaque individu de ton équipe et les coacher ou faire des séances de coaching de groupe parce que ça, c'est important aussi, hein. C'est pas juste toi qui as toutes les réponses, hein. Tu vois, il faut faire des tables rondes où chacun va s'exprimer, chacun va expliquer, tiens, dans ce projet-là, des gros débriefs, tu vois, là, on a terminé ce projet, on va débriefer ensemble. Ok, chacun explique qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans ce projet-là. Comment on peut faire pour que ça fonctionne mieux. De quoi chacun a besoin. Ah tiens, moi, j'avais besoin que machin, il m'aide plus là-dessus. Et tu vois, c'est comme ça, en fait, parce que plus tu le fais, plus il y a la possibilité de prendre du recul par rapport à soi. Donc, est-ce qu'on coach les gens individuellement ? Oui, mais ça dépend. Parfois, quand tu as des projets, tu dois aller vite, tu peux pas aller dans la dentelle toujours. Donc, tu dis, ok, là, pour le projet, mon objectif numéro 1, c'est le projet, que ça fonctionne. Donc, ce qui est différent dans le coaching de vie, où là, le coaching, c'est la personne, l'objectif. Donc là, on va essayer de faire fonctionner le projet. C'est ça l'urgence. Et après, on va voir comment améliorer chaque élément.
Il y a des entreprises, je pense, qui essayent de le mettre en place, mais qui ont encore du mal, parce que ça peut être vu comme une perte de temps, en mode non, mais en fait, c'est du temps en moins pour avancer sur le projet, alors que ça aide d'une certaine manière aussi. Mais j'ai pas l'impression que ce soit encore très accepté, tu vois, et vraiment appliqué. Je pense qu'on prend pas vraiment le temps de le faire. Je pense que c'est un type de management qui est moderne, qui n'est pas encore appliqué, parce que qui sont les CEO? C'est des gens qui ont un certain âge, avec un certain type de management qui est un peu d'il y a 20-30 ans. Ouais. Donc c'est ça le problème. Si tu n'as pas des gens qui sont proactifs et qui sont dans un mindset de croissance et de se dire je vais essayer d'appliquer des nouvelles choses, forcément tu vas avoir... une culture d'entreprise qui va être vieillotte et pas du tout dans un management moderne. Mais en fait, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que si tu joues sur le long game, si tu joues sur le long terme, tu penses que tu vas perdre du temps. En fait, tu vas en gagner. Parce que si tu travailles pas sur les bases, tu n'auras jamais une belle maison, en fait. Ça, c'est les fondations. Donc, si tu dis, tu sais quoi, je vais prendre le temps pour faire des bonnes fondations, tu construis ton équipe et ton équipe elle va être fonctionnelle sur le long terme. Ouais. Si tu dis, je prends des raccourcis et je vais brûler les membres de mon équipe, les faire pleurer toutes les semaines. J'ai travaillé dans des équipes comme ça, où le directeur, toutes les semaines, il faisait pleurer quelqu'un. Et en fait, c'est des gens qui vont rester pas longtemps. Ouais. Et tu fais perdre de l'argent à l'entreprise parce qu'il va falloir licencier cette personne, voire la personne va partir, tu vas perdre de l'argent, tu vas devoir trouver de nouvelles personnes. Ouais, et ça en coûte fait beaucoup plus cher à l'entreprise, d'ailleurs, le turnover, c'est... Donc ça, le turnover, c'est généralement un bon indicateur. En fait, si tu as des entreprises avec un gros turnover, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ouais, clairement. En fait, ça me faisait penser à un sujet dont on a parlé aussi en off. En fait, on a commencé... C'est toujours comme ça. On commence à discuter des sujets super intéressants, le micro est off et tu te dis « Ah, mais punaise !» J'aurais dû enregistrer, ouais, c'est vrai. Mais on en parlait tout à l'heure sur le fait que, finalement, là, ce dont tu nous parles d'un point de vue management et coaching, c'est aussi, quand tu dis prendre du recul, je l'entends aussi, être capable de se regarder en face. Tu sais, oui. On en parlait. Oui, absolument. Donc, se regarder en face dans sa vie et j'aime bien l'expression « toujours avoir en check sa boussole intérieure », en fait. Et donc ça, c'est... Donc, dans notre discussion précédente, c'était vraiment pour expliquer qu'une trajectoire de vie, c'est une trajectoire de vie et on ne va pas avoir les mêmes envies à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et c'est hyper important de toujours checker qu'est-ce que nous, on veut vraiment. Et c'est pour ça que c'est très parlant avec le nom de ton podcast, Oser, parce que ça demande du courage. Ça demande du courage de se regarder dans le miroir et de se dire, tu sais quoi ? Qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui ? Est-ce que je suis vraiment heureux ? Et il faut tout le temps être en check avec ça. Et je vais prendre mon exemple personnel là sur la trajectoire, puisque je te disais ça, j'ai travaillé quand même pendant 14 ans en entreprise. À cette époque-là, qu'est-ce qui était important pour moi ? Mon job. J'ai adoré faire mon job, j'ai adoré voyager aux 4 coins du monde, j'ai adoré aller dans les hôtels 5 étoiles, c'était une expérience incroyable. Franchement, c'était génial, aller dans les grandes conférences, rencontrer des experts internationaux, et franchement, c'était génial. Mais c'était génial, moi, ce qui me parlait le plus, évidemment, c'était le côté humain, l'aventure humaine. Et qu'est-ce que je voulais ? Je voulais avoir de l'impact. Ok, le job que je faisais, c'était un job à impact sur le développement durable. Donc, je travaillais dans le département Sustainability. Donc, vraiment hyper important dans les plantations industrielles. Comment on fait pour développer une plantation et que ce soit dans le respect de l'environnement. Mais ça, c'était vachement bien à 20-30 ans. Après avoir investi autant de temps, autant d'énergie, j'ai dû faire face à une réalité qui a été, d'une part, je suis devenue maman, qui était un des plus beaux moments de ma vie, et me prendre quelque part en pleine face, pardon l'expression, le fait que, en fait, là, j'avais plus trop envie d'aller au bureau de 7h à 18h le soir et me dire, je vois ma fille 2 heures par jour. Dans le meilleur des cas, parfois les week-ends, je ne suis pas là parce que je dois voyager.
Et en fait, moi qui étais si investie dans justement cette carrière, avoir de l'impact, voyager, vivre des aventures, j'ai vécu des aventures incroyables. J'ai été dans la forêt avec des pygmées à la recherche de nids de chimpanzés. Enfin, je veux dire, c'était des expériences géniales. Et c'était dans le cadre de mon boulot. Ouais. Et en fait, d'un coup, ça s'est installé petit à petit, évidemment, mais j'avais plus envie de ça. J'avais envie d'être avec ma famille. J'avais envie d'être plus cool, j'avais envie de moins voyager, j'avais envie d'autre chose. Et devoir dire à son cher petit mari, qui m'a quand même suivi il a tout quitté pour me suivre ma carrière, suivre nos aventures, nos voyages, c'est devenu non, mais c'était quand même une envie qui était très forte en moi, tu vois. Et devoir lui dire, tu sais quoi chérie, en fait... j'ai plus envie de ça maintenant, c'est aussi une difficulté, il faut avoir l'audace, il faut oser se dire, les choses changent avec le temps et c'est ok. Ouais. J'ai le droit de changer. C'est pas parce qu'on est parti sur une carrière de un truc qu'on est forcément limité à ça. Ouais. Ça, je pense qu'avec ta génération, c'est les choses qui changent aussi. Il y a un petit peu plus d'ouverture, il y a un horizon des possibles qui est un petit peu plus large que ce que j'avais moi à mon époque. Mais en tout cas, il faut toujours se dire ne jamais se limiter. Et c'est ok de se dire, tu sais quoi, oui, j'étais au summum à me dire, voilà, maintenant je peux demander des postes de direction. Voilà, tu vois, ça y est, on y est, tu sais. On est dans la réussite sociale. Tu coches toutes les cases, c'est bon. Et en fait, c'est plus ce que tu veux aujourd'hui. Et c'est ok. Et le changement, on l'a fait. Est-ce qu'il y a de l'incompréhension vis-à-vis de mon entourage ? Absolument, comme il y avait beaucoup d'incompréhension du fait qu'on voulait voyager aussi. Ouais. Mais ça, c'est l'entourage, tu vois, il y a forcément de l'incompréhension, on est tous différents. Et c'est pas grave, Et oui, quand je vais avoir des discussions, il y a des gens qui vont me dire « Oh là là, mais t'as investi 14 ans, mais quel dommage !» Mais en quoi c'est dommage ? Génial, j'ai eu 14 ans d'une expérience hyper enrichissante. Et aujourd'hui, je vais faire autre chose. Ouais. Et ça va être tout aussi génial. Et comme ça, tu vois, ça fait pas super classe de se dire « Oh voilà, tu fais ton podcast et t'es coach. Oh là là !» Oui, alors niveau social, là, t'as fait une chute du 10e étage. Mais non, c'est tout le contraire. On construit dessus, en fait. Carrément, ça me fait penser j'avais une discussion comme ça avec une amie. C'était pas d'un point de vue professionnel, c'était d'un point de vue relationnel, relation amoureuse, où on se disait, mais tu sais, quand il y a une rupture, généralement, on te regarde toujours en disant « Ah, mais c'est dommage, vous étiez bien ensemble quand même. » Et où en fait, mon amie me disait, mais en fait, j'en ai marre qu'on me dise « C'est dommage, si on a arrêté. » C'est que, en fait, j'aimerais bien que la prochaine fois que je dis à quelqu'un on s'est séparés, qu'on me dise « Ah, mais félicitations !» Comme on te dit félicitations quand tu te mets en couple, quand tu te maries, quand tu as un nouveau job, etc. Mais dans le sens où, en fait, c'est une autre étape. Ça veut dire qu'on a vécu ce qu'on avait à vivre, on a appris ce qu'on avait à apprendre, et en fait, c'est une nouvelle porte. Donc, félicite-moi pour cette nouvelle porte, tu vois. Enfin, en fait, là, c'est très sur des sujets très personnels, mais ça revient au même. C'est se dire, faut arrêter. Enfin, bon, c'est... Mais je suis tout à fait d'accord. En fait, il faut être à l'écoute. Et les besoins de chacun sont différents. Et je pense qu'à partir du moment où on a accepté ça, on a accepté l'idée que on est tous uniques, notre meilleure vie, elle a tous une forme, mais complètement différente. Et en plus, cette meilleure vie-là, elle va changer. Exactement. Donc, c'est OK. Et aujourd'hui, tu es peut-être très bien avec telle personne, et peut-être dans 10 ans, tu sais quoi, vous serez les pires personnes pour être ensemble. Et c'est OK. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre, comme tu as dit. Et c'est très bien aussi de se dire, bravo, tu as eu l'audace d'être honnête avec toi-même. Et il y a une chose que j'adore, qui est le miroir des responsabilités. On est responsable de sa vie et de ses choix. Et en fait, on doit avoir cette gymnastique de se dire, je me regarde dans le miroir et je me demande vraiment de moi à moi, est-ce que là, ça me convient, la situation dans laquelle je suis ? Sans se soucier de l'extérieur. Oublie le bruit du monde. Est-ce que de toi à toi, t'es OK avec ça ? Et si la réponse est non, le jugement des autres, on s'en fout. La vie des autres, c'est la vie des autres. Ça concerne les autres, ça parle des autres. Mais tu dois savoir, toi, ce que tu veux. Ouais. Ça rejoint cette notion de comment tu gères la peur, dans le sens où, et je reprends tes mots, encore une fois, c'était en off, mais où je disais quand il y a une peur, c'est qu'il y a quelque chose qui parle en toi, en fait. C'est quelque chose qui est important pour toi à cet endroit-là. Et c'est difficile, en vrai,
de se couper justement de tout, surtout que les peurs en général, elles sont aussi quand même beaucoup reliées à l'extérieur. Oui. En fait, on se construit depuis qu'on est petit par rapport à notre entourage, notre famille, notre milieu social, l'école, ce que la société nous dit. Et en fait, tout ça va créer certaines formes de peur. Par exemple, moi, mes parents n'ont jamais voyagé. Forcément, j'étais terrifiée la première fois que je suis partie en voyage toute seule. C'était vraiment un truc énorme pour quelqu'un. Si j'avais eu des parents qui voyageaient tout le temps, ça aurait été rien. Mais carrément. Pour moi, ça faisait hyper peur. Mais n'empêche que ça faisait peur. Pourquoi ? Parce que c'était l'inconnu. J'étais dans un milieu social, dans un environnement qui a fait que c'était pas une norme. Donc forcément, ça fait peur. Mais j'en avais aussi vraiment envie. Toujours checker ses peurs parce que c'est des très très bonnes indications comme quoi il y a quelque chose d'important pour nous. Alors je mets à part tu vois les peurs ou tu vois qui seraient justifiées ou qui ça donnerait un risque ou ça qui serait risqué par rapport à soi, tu vois, il faut écouter ce genre de peur. Je veux dire, n'allez pas sauter d'un pont, je vais je vais dépasser ma peur. On parle pas de ces peurs-là. On parle vraiment de la peur de se dire mais tiens, ça par exemple, tu vois, quelqu'un qui veut une femme qui veut partir en voyage solo et qui a peur. Oui, il y a des choses, il y a des risques, mais les risques, on peut les minimiser. Et est-ce que le vivre et avoir ce risque que tu peux minimiser ne vaut pas mieux que ne pas le faire et vivre avec le regret de jamais l'avoir fait. Je veux dire, on est quand même là, on est quand même sur Terre pour un court instant, hein, c'est un claquement de doigts. On a très peu de temps et en plus, on ne sait pas combien de temps on a. Personne ne le sait. Hein, peut-être demain, il peut nous arriver quelque chose. Alors, c'est pas pour faire peur ou quoi, hein, mais c'est une réalité. On ne sait pas combien de temps on a. Donc, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier, mais planifier comme si on avait le temps. Parce qu'évidemment, il y a des choses qui se construisent sur la durée. Mais il faut quand même toujours être en check de se dire, est-ce que je le veux vraiment ? Est-ce que je devrais pas ces petites zones-là, ces voyages que j'ai envie de faire, que je me suis jamais écoutée parce que je devais aller travailler, parce que j'avais la famille, parce que ci, parce que ça. Mais ça me fait peur, mais j'ai envie d'y aller. Ok, allons explorer un petit peu ça. Carrément. Ça fait totalement écho. Ça fait totalement écho en moi, cette notion de j'ai peur, mais j'y vais. En fait, tu vois, tu disais, la première fois que j'ai dû voyager, j'étais terrifiée. Et l'image que j'ai eue en tête, c'est un peu la jeune fille qui montre à ses parents, non, mais je suis sûre de moi, je vais y aller et tout. Tu sais, très sereine. Et au fond d'elle, qui est absolument terrifiée, parce que si tu montres en plus, parfois, si tu montres à tes proches qu'effectivement t'as peur, t'as des doutes, on va encore plus venir gratter là-dessus, tu vois. Mais c'est là aussi que t'apprends énormément sur toi, au final. Oui. Quand tu te dis, j'y vais quand même. Et en plus, si tu regardes dans ta vie, de quoi tu es le plus fier ? De quoi tu es le plus fier dans ta vie ? C'est pas des moments qui étaient faciles. Il y a personne qui va dire « Ah ouais, ça pour moi c'était hyper facile, du coup je suis hyper fière de moi. » C'est jamais le cas. T'es toujours fier des moments où t'as vraiment dépassé ta peur. Pourquoi ? Parce que c'est des choses qui sont importantes. D'une part, elles construisent ton estime de toi-même, qui est là le fondamental pour vraiment savoir qui tu es et avoir le courage de vivre ta vie en fonction de tes envies. Et en plus, tu es fier parce que tu as dépassé quelque chose. Tu avais peur, mais tu y es allé. C'est de ça dont tu es fier. C'est parce que c'était dur. C'est pas les trucs simples. C'est les choses qui sont difficiles pour toi dont tu es fier. Donc, va faire les choses qui sont difficiles, qui te font peur. Et si... j'attends la suite. Si on te ferme la porte... Passe par la fenêtre. Très beau mantra de Fanny. Oui, ça c'est vraiment des choses aussi qui rejoignent... Si tu as vraiment envie de faire quelque chose, tu le feras. Et c'est pas parce que on te dit ou que tu crois que la porte elle est fermée que tu peux pas y arriver. Si la porte elle est fermée, tu passes par la fenêtre. Et il y a toujours moyen, et ça je vais prendre un exemple sur moi le job que je voulais absolument.
j'étais entre 2 jobs et il y avait un client, je me disais, mais vraiment, cette entreprise, elle a l'air très chouette, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Eh bien, je suis allée les voir, ils cherchaient pas du tout quelqu'un. Et je leur ai dit, vous savez quoi, regardez, vous avez besoin de moi. Parce que ça et ça fonctionne pas dans votre entreprise. Vous avez besoin de créer ce département qui vous permettra d'avoir ça et ça. Ouais. Et ils m'ont engagée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être expatriée. Ouais. C'est via cette entreprise. Donc c'est pas que j'ai mis le pied dans la porte, c'est que je suis passée par la fenêtre. Ouais. Et en fait, et c'est la même chose pour, si tu veux qu'on parle de comment j'ai obtenu une bourse de thèse pour faire un doctorat. Bon, finalement, ça s'est pas très bien passé le doctorat en lui-même, mais ça c'était aussi un très bel exemple de oser. L'histoire, c'est que après mes études, donc quand j'ai fini mon école d'ingénieur, j'avais mon diplôme en poche, génial. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, comme 99% de la population. Ouais. Et de ce fait, je prends en gros la voie du milieu. Bon, je vais faire une thèse. Tu vois, la thèse, t'es quand même un peu toujours à l'université, mais tu travailles un peu, enfin, tu sais, c'est un peu l'entre-deux, tu vois, genre le non-choix, en fait. Exactement, le non-choix. Tu n'acceptes pas de passer à une autre étape. Exactement. Et en fait, j'avais postulé... Je suis un peu dans cette situation-là. C'est un peu en mode, c'est ma dernière année, mais j'ai pas trop envie de... Bon, on va voir. Mais les opportunités vont venir et en fait, tu peux tester. En fait, il faut vraiment voir ça comme le laboratoire de la vie. Tu peux tester plein de choses. C'est en fait à la phase de ta vie où tu peux tester tout. Ouais. Parce que tu as beaucoup moins de contraintes, forcément. Tu vois, que ce soit des contraintes géographiques, familiales et compagnie. Donc, c'est vraiment le moment où tu peux tester le plus de choses dans ta vie. Donc, moi, j'ai envie de dire, dès que tu as un truc où tu dis ça me parle, vas-y et teste. Ouais. Tu ne peux pas te tromper, en fait. Parce que tu vas devoir vivre plein de choses différentes. C'est comme ça que tu vas savoir vraiment ce que tu aimes. Moi, regarde, il m'a fallu 14 ans pour me dire, mais en fait, ce que j'adore dans tout ce que j'ai fait, c'est l'humain. Ouais. Bon, j'ai fait scientifique et j'ai fait une école d'ingé en cartographie et télédétection. Je veux dire, le truc n'a aucun rapport, quoi. Maintenant, je veux faire de l'humain. Ok. Mais alors, j'ai perdu le fil, du coup. Qu'est-ce que je disais ? La bourse pour la thèse. La bourse pour la thèse. En fait, ça, et ça va avec le titre de ton podcast qui est « Oser ». En fait, ce que j'ai fait, c'est... J'ai postulé à plusieurs thèses. Et il y a une thèse où j'ai été retenue, blacklistée. Il y en avait plusieurs, mais il y en a une où on ne savait pas si on allait avoir les subsides. Donc, on part sur l'autre. Et en fait, je passe toutes les épreuves jusqu'à l'épreuve finale qui est de faire un oral. Seulement, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas reçu l'information comme quoi c'était un oral où il fallait présenter, en gros, sur le sujet de ta thèse, comment tu pensais mener ta recherche. Ouais. Je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était un entretien où tu allais parler avec des gens. Entretien de personnalité. Exactement. Un truc un peu classique pour voir si tu corresponds en fait avec ceux qui recherchent. Et je suis arrivée là-bas, la fleur au fusil, rien de préparé, pas de PowerPoint, rien du tout. Il y avait une autre candidate qui était là et qui était hyper préparée. Elle avait son PowerPoint, elle était en train de réviser ses fiches dans le couloir juste avant de rentrer. Et moi, j'arrive comme ça dans le couloir. Ah bah tiens, bonjour, qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de réviser. Puis là, je commence à discuter un petit peu et je comprends que c'est pas du tout un entretien, c'est vraiment une présentation. Tu arrives, tu es sur une petite estrade, tu as ton projecteur, tu as 7 ou 8 personnes en face de toi qui sont ton jury avec une tronche, tu sais, hyper sérieuse et pas sympa du tout. Et vas-y, présente ton truc, quoi. Donc là, à ce moment-là, grosse panique à bord. Et la peur au ventre, je me dis, mais ça y est, c'est la catastrophe, j'ai rien. Comment je peux réussir cette histoire-là ? Ça y est, c'est foutu. Et en fait, là, je me suis dit, j'ai 2 possibilités. Soit je laisse tomber et je dis, désolé, je me retire du game parce que en fait, j'étais pas préparée, j'ai pas reçu l'email, tu vois. Soit je me dis, je le tente, en fait, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Option 1, t'es sûr qu'il va rien se passer. Option 2, ouais, c'est risqué. Ouais, va falloir passer au-dessus d'une grosse peur là qui est d'être complètement ridicule devant les personnes, ton peut-être directeur de thèse et compagnie. Mais qu'est-ce que tu as à perdre au final ? Au pire, tu vas passer un mauvais moment. En fait, tu vas ressentir une émotion qui sera désagréable. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme, tu vois. C'est pas... Ouais. Et du coup, j'ai pris la deuxième option.
Et j'ai complètement improvisé. Bon, je connaissais un minimum le sujet, mais finalement, ce qui me desservait m'a servi. Parce qu'ils se sont dit, cette nana, elle arrive, elle n'a pas de PowerPoint, et elle fait son show, entre guillemets, à nous expliquer comment elle va faire, qu'est-ce qu'elle va faire. Elle n'a aucun support, elle a une confiance en elle énorme, puisqu'en fait, elle n'a même pas besoin de support pour nous expliquer ce qu'elle va faire. Et j'ai eu la bourse de thèse. Donc, alors tant mieux pour moi, et je suis vraiment désolée pour la personne qui était en face de moi, qui avait aussi très envie de travailler pour faire cette thèse. Mais tu vois, en fait, la vie, c'est que des choix, et quand tu as une fourchette, il y a une voie qui est facile et une voie qui te fait un peu peur. En général, celle qui te fait peur, c'est la voie qui va être la plus intéressante pour toi dans ta vie. Ouais, carrément. Et est-ce que, je me demandais, est-ce que tu leur as dit en rentrant, en fait, j'ai absolument rien préparé, ou est-ce que t'es vraiment arrivée comme si t'avais préparé? Je suis arrivée comme si j'avais préparé. Ok. Comme si c'était 100% mon idée de me dire, ben en fait... Pas de PowerPoint. Pas de PowerPoint. Je vais vous expliquer. Ils t'ont fait la remarque? Absolument pas. Ok. Absolument pas. Je pense vraiment que... Enfin, après, vu que je l'ai eu, le directeur de thèse m'a dit, ils ont trouvé ça ballsy, tu vois, et que c'était vraiment, ok, ben elle a du courage, tu vois, elle a pas peur. Ouais. Alors que la réalité, c'est que j'avais super peur. J'avais super peur. Évidemment que j'avais peur. J'avais rien préparé. Ouais, clairement. Mais il y a des situations comme ça où tu te dis, bon, bah, de toute façon, foutu pour foutu, autant que j'y aille. Enfin, franchement, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Exactement. J'avais envie de rebondir sur un autre sujet. Là, je pensais plutôt d'un point de vue plus perso, si t'es ok d'en parler. Tu nous as dit que tu as rencontré ton mari. C'était au Nigeria. Ouais, c'était au Nigeria que tu l'as rencontré. Ouais. Ton mari est néo-zélandais, si je ne me trompe pas. C'est ça. Vous parlez anglais à la maison. Comment ça s'est passé? Parce que, en fait, je ne sais pas quel métier il faisait, mais j'imagine que déjà, dans vos métiers, il y a cette notion de voyager, d'être à l'étranger, expatrié, etc. Vous rencontrez dans un pays qui... Enfin, déjà, vous êtes de deux nationalités différentes. Vous rencontrez dans un troisième pays. Enfin, comment ça s'est passé, tout ça se dire, ok, on y va. Ouais, alors ça aussi, ça a été un petit peu un saut dans le vide où à un moment donné, il faut choisir une voie, en fait, et il faut y aller, tu vois. Là, il n'y avait pas de demi-mesure possible. Donc, long story short, donc... mon futur mari, Kevin, on va l'appeler Kevin, c'est son prénom. Kevin travaillait au Nigeria. En fait, il était opérateur drone, enfin, il avait plusieurs casquettes. Il faisait de la sécurité, mais il était manager de la sécurité là-bas. Et aussi opérateur drone. Et moi, c'était dans ce cadre-là. Donc, je venais pour former les gens à tout ce qui est cartographie, dont lui. Ouais. Et donc, on s'est rencontrés pendant... ma mission, c'était 2 semaines, tu vois. Et en fait, on a beaucoup travaillé ensemble puisqu'il y avait cet élément drone. Je devais lui montrer des trucs par rapport au drone, faire des images et ensuite comment créer une image aérienne avec ça et comment les utiliser. Et en fait, il s'avère que, tu vois, on est tombés fous amoureux l'un de l'autre. Ce n'était pas prévu, on était tous les deux engagés dans d'autres relations qui étaient catastrophiques et pas du tout pour nous, qui ne nous convenaient pas. Et en fait, à la fin... il a fallu prendre une décision. Et la décision, ça a été... déjà, moi, c'était... il ne se passera rien, ok? Moi, là, cette rencontre, ce qu'elle me fait dire, c'est que je dois mettre ma vie en ordre. Ça a été, tu vois, de nouveau, se regarder dans le miroir. Ouais. Ma petite Fanny, là, ça fait quelques années que tu es dans une relation absolument pourrie qui te convient pas du tout, qui t'empêche, justement, de voyager, ce que je voulais absolument faire à cette époque de ma vie. Alors que la personne avec qui j'étais voulait s'enraciner et faire des enfants et avoir une maison, ce qui n'était pas du tout ce que je voulais à cette époque-là. Ouais. Et en fait, là, ça a été la douche froide de me dire, mais en fait, je suis partie complètement sur une voie qui était répondre aux attentes de l'extérieur. Et il y a une phrase, si je peux dire, faites super gaffe, au pourquoi pas. Est-ce que tu veux le faire? Oh pourquoi pas? Non. Si c'est pas un grand oui, la réponse est non. Ouais. Et en fait, là, j'ai suivi allez, il n'y a pas d'autres opportunités, il n'y a pas d'autres... Bon, allez, tu vas acheter la maison, on va le faire, allez, c'est la continuité, tu vois. Mais pas du tout. Ce qu'il fallait se dire, c'est est-ce que tu le veux vraiment? Parce que la réponse était claire, elle était non. Ouais. Et
Et là, ça a été me regarder dans le miroir et dire, ok, je vais remettre ma vie en ordre. Donc, on est parti. Donc, je suis rentrée en Belgique. J'ai dit, Kevin, je vais remettre ma vie en ordre. Fais de même. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux maintenant. Qu'il se passe quelque chose entre toi ou moi n'est pas la question. Là, c'est qu'est-ce que toi tu veux. Réfléchis. Moi, je réfléchis de mon côté. J'ai remis ma vie en ordre du jour au lendemain. C'était plié, fini. La maison en vente. Le mec, au revoir, parce que on était toxiques l'un pour l'autre. Hein. Enfin, je veux dire, c'était pas un mauvais bougre, mais tu vois, c'est juste que ça matchait pas du tout. Exactement. Et en fait, cette période de vie, elle a été hyper compliquée. Parce que si je replace dans le contexte, j'ai fait cette mission début décembre. À Noël, mes parents étaient censés venir passer Noël en Belgique avec mon mec de l'époque. Donc il a fallu, tu vois, je suis rentrée, en gros c'était plié fini, hein, tu vois. Et il a fallu tout annuler. Donc toute la fin, tu vois, ça a fait beaucoup de vagues dans mon entourage. D'un coup, moi, je me retrouve à la rue puisqu'il n'était plus de question qu'on vive dans la même maison. Donc, vu que c'était moi qui avais pris la décision, ben, c'était moi qui étais dehors. Donc, j'avais nulle part où aller. Enfin, bref, c'était un bazar. Donc, c'était très dur. Et je n'ai jamais été autant en accord avec qui j'étais. C'est comme si le train se remettait sur des rails et d'un coup, c'est fluide. Ouais. Et en fait, quand t'es en accord avec toi-même, même si ta vie extérieure, elle est difficile, et ben en fait, t'as une énergie de dingue et t'es heureux. Et c'est une époque où j'ai dû me payer. Donc, je devais payer une maison, un appartement. J'avais un tout petit salaire. J'avais 2 chevaux dont je m'occupais. Enfin bref, c'était la cata. Et c'est l'époque où, en plus, j'ai fait mon master en cours du soir. C'était une époque incroyablement dur au niveau des challenges de la vie et en même temps c'était une époque qui est une des plus belles époques de ma vie. Si tu me demandes de quoi tu es fière, ben je suis hyper fière d'avoir fait ça, d'avoir eu le courage de m'écouter et de dire ben tu sais quoi, en fait cette vie-là elle me convient pas, donc on va faire des changements. Et donc avec Kevin a fait la même chose de son côté et puis on s'est retrouvés à Paris. Puisque c'était en gros à mi-chemin entre la Belgique et lui, il pouvait avoir des vols directs jusqu'à Paris. On s'est retrouvés. Bon, et là, entre la Belgique et la Nouvelle-Zélande. Plus proche non, alors il était au Nigeria. C'était un vol direct entre le Nigeria et la France. C'était le plus facile, ouais. C'est pas du tout à mi-chemin. Mais du coup, voilà. Et lui a fait le même travail de son côté. Et en fait, on s'est retrouvés et on s'est dit, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, maintenant qu'on a remis de l'ordre dans nos vies, qu'est-ce qu'on fait? Et on a décidé tous les deux, voilà, que les émotions, les sentiments qu'on avait l'un pour l'autre étaient trop importants pour être ignorés et que on aurait plus regretté de pas essayer en fait. Et résultat, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, on a une fille absolument magnifique, on est hyper heureux. 7 ans après, on est fous amoureux l'un de l'autre, on a vécu des aventures absolument incroyables. Donc, tu vois, je veux dire, c'est pour moi, cette expérience-là, ce qu'elle me dit, c'est que il faut être en accord avec soi-même. Ça aurait pu ne pas marcher, mais c'était pas ça l'important. L'important, c'était de remettre sa vie en ordre. Parce qu'il y a quand même un truc. Remettre sa vie en ordre et tenter des choses. Tenter ne veut jamais dire que ça va fonctionner. Par contre, tu peux tenter quelque chose que tu aimes et peut-être ça va pas fonctionner, ou tenter des choses que tu n'aimes pas. Et là, que ça marche ou que ça marche pas, les deux vont ne pas convenir, en fait. Donc, fais des choses que tu veux vraiment faire. Carrément. C'est ça, l'idée. C'est check ta boussole intérieure qui va te donner la direction et être en écoute avec ça. Et ça vous a... Parce que 2 semaines, c'est super court, mais je me demandais, ça vous a pris combien de temps entre le moment où vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose, vous vous dites, je vais remettre ma vie en ordre, et Paris? Y a eu 3 semaines, puisqu'en fait, on s'est retrouvés à Paris pour le Nouvel An. Ok. Super rapide, en vrai. Super rapide. Ouais. Mais parce qu'en fait, et ça, de nouveau, quand t'es en accord avec toi, quand tu t'écoutes vraiment, les décisions, elles sont évidentes. Ouais. Si c'est pas un grand oui, c'est non. Ouais. Donc en fait, les grands oui, ils sont toujours là. C'est juste qu'on n'a pas appris à les écouter. Donc, prendre des décisions, quand tu sais t'écouter, ça va rapidement. Ouais, clairement.
le pouvoir de l'intuition, de savoir l'écouter. Ouais. Le truc que je dis à mes proches quand je vois quelqu'un qui, dans mon entourage qui n'arrive pas à prendre une décision, et je lui dis, mais en vrai, il y a une voix en toi. Tu sais que c'est celle-là. Juste, on n'a pas l'habitude de l'écouter. Ouais. C'est laquelle, tu vois. Si tu commences à te poser la question, c'est là où tu as tout ton mental et toutes tes peurs qui commencent à arriver. Donc, tu as ton intuition. Ton intuition, c'est les 5 premières secondes. C'est pour ça qu'on dit, si tu veux... Il y a une technique qui s'appelle, pendant les 5 secondes, on va dire, tu as une décision à prendre, tu comptes 5, 4, 3, 2, 1, boum, tu la prends. Okay. Et en fait, en 5 secondes, t'as pas le temps que ton mental vienne commencer à te dire « Oui, mais attention, si tu fais ça, ta famille, elle va pas être contente. Ah, mais où est-ce que tu vas aller vivre? Ah, tu vas plus avoir d'appartement. Ah, ça va être la galère financièrement. » Oui, à tout ça. Oui, c'était dur. Et ça a jamais été aussi facile de le faire. Parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc, tu vois, c'est laisser la place à l'intuition et ces peurs qui arrivent après, c'est toutes les constructions qu'on a eues de par notre développement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, écoute tes peurs. Si ça te fait peur, c'est qu'il y a un enjeu pour toi. Ouais. Et si c'est pas un grand oui, ça veut dire que c'est non. Bon, c'est un peu flippant. Hein. Sur une grosse décision, tu te dis, oula, 5 secondes pour y réfléchir, c'est quand même... Et en même temps... Mais franchement, moi, j'invite tout le monde à le faire. Mais ne serait-ce que, ok, tu notes cette idée-là, c'était quoi ta première impression, en fait? C'était quoi? Après, tu pourras revenir dessus. En général, quand tu as des grosses décisions à faire dans ta vie, c'est peut-être pas en 1 seconde, tu vois. Oui. Mais note, mais c'était quoi ta première impression, en fait? Celle qui n'était pas polluée par toutes tes peurs. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Tes peurs, elles sont là pour te préserver. Tes peurs, en fait, c'est tes meilleurs amis. Tu le sais pas, mais c'est tes meilleurs amis qui vont te desservir la plupart du temps. Ouais. Elles te desservent parce qu'elles veulent te laisser dans ta zone de confort. Elles veulent éviter que tu souffres. Peut-être que tu as eu des expériences par le passé qui ont créé ces peurs-là. Donc, c'est tout à fait justifié d'avoir peur. Mais au final, en fait, c'est pire de ne pas essayer de répondre à ces peurs et de leur dire « Ah oui, ok, je vais écouter mes peurs » que de ne pas essayer et pas les démonter, il faut les prendre par la main. Il faut vraiment avoir conscience du fait que les peurs, c'est nos amis, elles sont là pour nous faire du bien, mais elles sont là pour nous laisser au même endroit. Ouais. Et c'est là où ça devient un problème, en fait. Ouais, carrément. Parce que si on veut vraiment profiter de notre expérience d'humain sur cette planète, il faut vivre des expériences. On ne peut pas vivre des expériences si on reste paralysé par la peur. Mais les gens qui ne font rien, qui n'avancent pas, sont rarement heureux. Ouais. Et en plus de ça, tout évolue de toute façon. Donc tu vas le subir. Les changements, tu vas les subir. Donc soit tu avances, tu évolues, tu essayes d'être curieux, tu essayes de faire avancer ta pensée, soit tu restes là à rien faire et si tu es heureux comme ça, écoute, très bien, change rien. Hein. Je veux dire, le but c'est de vivre une vie intéressante. Hein. Donc si tu es heureux, de toute façon, tu n'écoutes pas ce podcast. Mais si tu écoutes Horizon, c'est que quelque part en toi, tu aimerais bien oser certaines choses qui te font peur. Eh bien, le meilleur conseil que je peux donner, c'est écoute tes peurs. Et s'il y a quelque chose qui te fait peur, va gratter un peu plus. Ouais, j'adore. Ça sonne comme une conclusion. Oui, c'est vrai. Non, mais en vrai, ça sonne comme une conclusion. Et est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu es heureuse? Ah, mais à fond. Moi, je vis ma meilleure vie. Ouais. Ok. Ouais. Mais écoute, tu m'as l'air complètement... T'es très sûre de toi quand tu l'as dit. Tu vois, c'était moins que 5 secondes. Clairement. Ah, mais oui, c'est génial. Je veux pas faire croire que vivre sa meilleure vie, il n'y a pas des challenges, parce qu'il y a énormément de challenges, et c'est très dur. Mais c'est pas parce que c'est dur qu'il faut pas le faire. Au contraire. Clairement. Je pense, Fanny, qu'on a déjà bien parlé, en vrai. C'était un plaisir. Non, mais en fait, ce podcast, il a commencé à midi. Puisque ce que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'on a mangé ensemble. Mais c'est parce que c'est que du bonheur, cette conversation. Donc, Exactement, c'est vraiment un plaisir. On va passer sur les questions de fin du podcast. La première question, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme clé concrète, tu vois, à appliquer prochainement pour des personnes justement qui sont à un moment de leur vie où ils ont envie de passer un cap, pardon.
Genre le On en conseil a donné principal. plein. Ouais. C'est compliqué, on en a donné plein. Mais je vais en donner un autre qui est peut-être... Il faut arrêter de se poser des questions, en fait. Dès qu'on se pose des questions, c'est là où on va commencer à négocier avec soi-même. Et il faut arrêter ça. Ouais. Tu vois, on n'a pas le temps de se dire « Ah oui, mais je peux pas le faire. » Non, non. Fais-le. Et en fait, il y a un slogan qui... C'est terrible parce que c'est un slogan de marque, évidemment. Donc, c'est « Just do it ». Ouais. Et en fait, ce slogan, il est génial parce que l'histoire qu'il y a derrière, donc c'est une histoire que j'ai entendue de Simon Sinek. Tu voulais finir le podcast rapidement, c'est foutu avec moi. Et en fait, l'histoire de ce slogan, d'après Simon Sinek, je n'ai pas vérifié mes sources, donc ne m'en veuillez pas si c'est pas la vraie histoire, mais en tout cas, elle est géniale quand même, cette histoire. Just do it. À la base, Nike, c'était des chaussures pour aller faire du running. Et en fait, ce qu'ils voulaient créer comme communauté, c'est si le matin, à 4h du mat, quand il n'y a personne, quand il pleut, et que vous mettez vos baskets, vous allez courir, et ben c'est là, tous les gens de Nike qui vous encouragent. Et just do it. Arrête de te poser les questions. Si tu regardes le temps dehors, il pleut, il fait froid, j'ai pas envie d'y aller, c'est horrible. Mais t'as raison, elle te dit, mais n'y va pas, en fait. Tu vas juste passer un mauvais moment. Et c'est là où tu enlèves cette partie-là de ton cerveau et tu dis, je le fais, point. Juste, fais-le. Et à partir du moment où on enlève ce mental qui vient parasiter, les réponses, elles sont très claires. Ok. Merci. Donc, mon mot, c'est quoi? C'est just do it. Et je ne suis pas sponsorisée par Nike. Et pourtant, on aimerait, hein. Ok. Deuxième question. S'il y a une personne que tu aimerais voir passer sur mon podcast, ce serait qui? Non, il y a un que j'ai déjà interviewé, mais on s'en fout en fait. Je pense que quelqu'un qui est 100% aligné avec Ose Horizon, c'est Anthony Verlaine. C'est un aventurier. Son pseudo, il l'a changé, hein, mais c'était French Adventurer. Et c'est quelqu'un très bien. Enfin, je le suis personnellement. Eh bien, Anthony Verlaine. Et c'était une super conversation. Il est très très chouette. Il est à Hawaï avec sa copine. Je connais sa copine en fait. Et ils vont rentrer bientôt. Et c'est un mec juste génial et hyper généreux. Et c'était très chouette ce podcast. Donc voilà, si tu peux l'avoir aussi sur le podcast, je pense que c'est... Et puis il a tellement une vie riche que la manière dont tu vas poser les questions et tout, ça va forcément être différent. Donc tu vois, moi je suis pour le partage. Hein. Donc Anthony Verlaine. Ok, ouais. c'est noté. Si j'ai une personne où je te dis go for it, c'est il a une super vie. Super. Et c'est ouais. Et la dernière question, c'est plutôt pour toi, pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas encore, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors c'est très facile, mon nom qui est le nom de marque en fait, c'est Vis ta meilleure vie. Donc je suis essentiellement présente sur Instagram, Vis ta meilleure vie. Je suis aussi présente sur LinkedIn sur le nom Fanny Butler, mais si vous tapez Vis ta meilleure vie, vous allez aussi trouver les news de Vis ta meilleure vie. Et j'ai aussi un site internet qui s'appelle Vis ta meilleure vie. Donc vraiment, si vous voulez me trouver, c'est Vis ta meilleure vie, Fanny Butler. Ouais, les deux. Et tu as aussi un podcast du coup. Absolument. Donc Vis ta meilleure vie, c'est le nom du podcast. On est un petit peu sur le même alignement dans le sens on interviewe des gens qui vivent leur meilleure vie. Forcément, pour vivre la meilleure vie, il faut oser. Et en fait, plus on est de fous, plus on rit. Donc franchement, moi je suis pour qu'il y ait le plus possible de podcasts qui partagent le parcours de ces personnes-là qui sont des héros de tous les jours en fait, parce que il y a pas besoin d'aller chercher des personnes connues. C'est la réussite, c'est pas lié à être connu. C'est vraiment quelque chose de personnel. Donc tu vois, chaque personne peut expliquer, mais moi ma meilleure vie ça ressemble à ça quoi. Et c'est génial et j'ai eu des challenges pour y arriver. Et oser, c'est un des conseils numéro 1 que me partagent les invités. Donc quand j'ai vu ton podcast, oser, mais oui, bien sûr en fait. Et laissez bien sûr un petit commentaire, 5 étoiles, sur le podcast de Shaima, Ose Horizon, et sur le podcast Vis ta meilleure vie. Exactement, ça nous soutient énormément. Les gens s'en rendent pas toujours compte, mais ça soutient énormément d'avoir des
des avis qui sont écrits. Donc merci à ceux qui l'ont fait. Je te remercie énormément Fanny. J'ai adoré notre échange. C'était hyper intéressant et inspirant, donc merci beaucoup. Écoute, le plaisir est 100% partagé. Moi, j'adore les rencontres, la connexion, donc pour moi, c'est parfait. Et rencontrer des collègues, des collègues podcasteurs, c'est juste génial. Donc merci à toi, Shaima. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, tu peux me laisser un commentaire, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager en story en nous taguant. Pour ne pas rater les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.